Bonjour à toutes et à tous. Pour cette vidéo, nous allons nous concentrer sur le programme de première STMG, droit. Et plus précisément, nous allons voir le thème 2, comment le droit permet-il de régler un litige. Donc, pour répondre à cette question de ce thème, on va aborder 3 chapitres. Le chapitre relatif au litige, c'est-à-dire au cours de ce chapitre, on va faire la distinction entre un litige et un conflit, quelles sont les différentes parties dans un litige, le demandeur et le défendeur, qu'est-ce qu'on entend par prétention, par moyen et par argument. Et aussi, nous avons vu la méthode de syllogisme qui permet de répondre à un problème de droit au cours d'un litige. Ensuite, il y a le chapitre concernant la preuve. Et par la suite, le dernier chapitre, le recours au juge. Aujourd'hui, nous allons nous concentrer dans cette vidéo sur la preuve. Alors, pour ce faire, la preuve, qu'est-ce qu'on va voir dans ce chapitre? La première partie, l'objet de la preuve. Prouver quoi? C'est-à-dire qu'est-ce qu'on doit prouver devant le juge. Ensuite, nous allons nous interroger sur la charge de la preuve. Autrement dit, qui doit prouver devant le juge? Quelle est la partie à qui incombe la charge de la preuve? On va voir également les différents modes de preuve, c'est-à-dire comment prouver. Là, on va faire la différence entre ce qu'on appelle des preuves parfaites et des preuves imparfaites. Et enfin, on va voir l'admissibilité des modes de preuve, c'est-à-dire quels sont les modes de preuve qui seront admis et recevables par le juge. Alors la preuve, la première des choses, la preuve au cours d'un litige devant un juge, les parties doivent obligatoirement donner ou avancer des preuves au juge. Pourquoi? Parce que, comme on dit communément en droit, pas de preuve, pas de droit. C'est-à-dire dès lors qu'on n'a pas de quoi appuyer nos prétentions devant le juge, tout simplement, on ne va pas obtenir ces prétentions. Alors, il y a une différence en termes de preuve en fonction de la matière. Soit on est en matière civile ou bien en matière pénale. En matière civile, c'est toujours les parties qui doivent apporter les preuves. C'est ce qu'on appelle une procédure accusatoire. Alors qu'en matière pénale, je rappelle, en matière pénale, nous avons différents types d'infractions. Ça peut être une contravention, un délit ou bien un crime. Dans ce cas-là, en matière pénale, le juge doit chercher les preuves. C'est ce qu'on appelle la procédure inquisitoire. Il faut savoir également pour la preuve que la recevabilité des preuves par le juge va dépendre de la force probante de ces preuves. C'est-à-dire, est-ce que les preuves sont suffisamment solides et fortes pour que le juge les retienne et les lie pour qu'il puisse donner son jugement. C'est-à-dire, autrement dit, la preuve, est-ce qu'elle va permettre de lier le juge? Elle doit l'obliger à tenir compte de ces preuves ou non. Ce qu'on appelle la force probante de la preuve. Alors, si on regarde la première partie en jaune, c'est-à-dire on va répondre à la première interrogation, quoi prouver? C'est-à-dire l'objet de la preuve. Devant le juge, qu'est-ce qu'on doit prouver? On doit prouver soit l'existence d'un acte juridique ou bien l'existence d'un fait juridique. Alors, ces deux notions sont très très importantes, que ce soit pour le programme de première ou bien pour le programme de terminale. On va commencer d'abord par les actes juridiques. La définition, un acte juridique, c'est une manifestation de volonté qui est destinée à produire des effets de droit. Autrement dit, dès lors que les parties manifestent leur volonté de produire des effets de droit, il s'agit d'un acte juridique. Par exemple, un contrat de vente. Un contrat de vente, on aura deux parties, un vendeur et un acheteur. Les deux parties sont d'accord pour pouvoir conclure le contrat de vente. Dès lors, elles cherchent à produire des effets de droit, avec toutes les conséquences juridiques que peuvent nous donner ou bien que peuvent avoir lieu à l'occasion de ce contrat de vente. Par exemple, le vendeur, en termes de ce contrat de vente, est tenu de livrer le bien en question, le bien qui est objet de la vente. En contrepartie, l'acheteur est tenu de régler ou bien de payer la somme conclue ou bien négociée entre les deux parties. Ça peut être également le contrat de travail entre un employeur et un salarié. Là également, l'employeur et le salarié sont d'accord pour conclure un contrat de travail.
avec toutes les conséquences ou bien les effets de droit que ça va engendrer. Pour l'employeur, c'est d'assurer des missions pour le salarié au sein de l'entreprise, de le rémunérer en contrepartie de sa prestation de travail. Le salarié, de son côté, est tenu de respecter le règlement, de respecter les directives de l'employeur et de fournir la prestation de travail. Donc, grosso modo, retenez que les actes juridiques, ce sont tous les contrats conclus, dès lors qu'on a une manifestation de volonté de la part des parties. Le deuxième objet de la preuve, je veux dire, ce sont les faits juridiques. Alors, si on a dit que pour un acte juridique, ce sont des manifestations de volonté, les faits juridiques, c'est tout événement. Il peut être volontaire ou involontaire, mais qui peut produire des effets de droit. Événement volontaire ou bien involontaire. Un événement, par exemple, volontaire, ça peut être le fait, par exemple, pour un voleur de cambrioler une maison. Là, c'est un fait juridique. Et c'est un fait juridique volontaire, parce qu'il a manifesté sa volonté de cambrioler la maison. Et ça va produire des effets de droit. Un événement involontaire, ça peut être un accident de la route. Là, en l'absence de contrat, il s'agit d'un fait juridique, mais c'est un fait juridique involontaire, c'est-à-dire que le responsable de l'accident n'a pas cherché à faire ou bien à provoquer l'accident en question. Donc cette première partie, prouver quoi? Il faut prouver l'existence soit d'un acte juridique, c'est-à-dire un contrat, soit l'existence d'un fait juridique. Donc ici, si on veut regarder acte ou fait juridique. Par exemple, la première image ici que vous avez, il s'agit d'un incendie. Un incendie, on va se poser la question pour pouvoir savoir est-ce qu'il s'agit d'un acte ou bien d'un fait juridique. Un incendie, c'est un événement volontaire ou involontaire. Il y a absence de contrat. Donc dès lors, il s'agit d'un fait juridique. Ensuite, l'image B. Ici, il s'agit d'un contrat de vente d'un bien immobilier. Donc ici, les parties vont manifester leur volonté. Le vendeur est d'accord pour vendre son bien immobilier et l'acheteur est également d'accord pour pouvoir acquérir le bien en question. Donc dès lors, il s'agit d'un acte juridique. Ensuite, l'image C. Nous avons ici des inondations. Inondation, on va se poser la première question, est-ce qu'il s'agit d'un contrat? Eh bien non. Donc c'est un fait juridique. Deuxième chose, est-ce qu'il s'agit d'un fait juridique volontaire ou involontaire? Là, c'est un événement extérieur, c'est-à-dire un fait juridique involontaire. Nous avons déjà pris l'exemple dans l'image D d'un braquage ou bien d'un cambriolage d'une maison. Donc ici, est-ce qu'il y a un contrat entre les parties? Eh bien non. Donc il s'agit d'un fait juridique. Est-ce qu'il est volontaire ou involontaire? Là, manifestement, on a le voleur ou bien le responsable qui manifeste sa volonté de cambrioler la maison en question. Donc il s'agit d'un fait juridique volontaire. L'image E, nous avons ici une naissance. Une naissance, est-ce que c'est un acte juridique ou bien un fait juridique? Les parties ici, on a la première partie, les parents, et la deuxième partie, c'est le bébé. Ici, est-ce qu'il y a conclusion d'un contrat? Eh bien non. Donc il s'agit d'un fait juridique. Il peut être soit volontaire, c'est-à-dire les parents ont cherché à avoir un enfant, ou bien involontaire. Nous avons ici les actes commerciaux qu'on conclut tous les jours. Dès lors, par exemple, je vais acheter des fruits et légumes. Ou bien, je vais acheter une baguette à la boulangerie. Certes, nous n'allons pas conclure un écrit, c'est-à-dire un contrat écrit de vente, mais c'est un contrat oral parce que les montants sont faibles. Mais il reste toujours que c'est un acte juridique, c'est-à-dire il y a une manifestation de volonté entre les deux parties, le vendeur et l'acheteur. Donc j'espère ici, à travers ces exemples, que dorénavant, vous pouvez faire la différence entre un acte juridique et un fait juridique. Et dès lors qu'il s'agit d'un fait juridique, il faut se poser la question, est-ce qu'il s'agit d'un fait juridique volontaire ou bien un fait juridique involontaire? Ensuite, la deuxième partie, nous allons
nous poser la question comment prouver, autrement dit les modes de preuve. Comment on va prouver? Donc on a deux types de modes, ou bien deux modes de preuve. On a d'abord les preuves qu'on appelle des preuves parfaites. Et il y a également des preuves imparfaites. Cette différence entre preuves parfaites et preuves imparfaites se situe dans le sens où est-ce que cette preuve-là, elle va lier le juge, c'est-à-dire est-ce qu'il est obligé de prendre en compte ou bien en considération cette preuve ou non. Pour les preuves parfaites, elles lient le juge. Les preuves imparfaites, c'est selon l'appréciation du juge. Les preuves parfaites, par excellence, ce sont les écrits, c'est-à-dire les actes juridiques établis par écrit. On parle de preuves légales ou bien de preuves parfaites. Ici, on va s'interroger quels sont les différents écrits ou bien quels sont les différents actes juridiques qui peuvent constituer des preuves. Alors, par ordre d'importance, nous avons premièrement les actes authentiques. Un acte authentique, c'est un acte qui est établi par un officier de l'État. Ça peut être par exemple pour un contrat de vente d'un bien immobilier. Généralement, nous passons devant un notaire. Et le notaire, c'est un officier de l'État. Donc, acte authentique, ce sont tous les actes qui sont établis et signés par un officier de l'État. Ça peut être également un contrat de mariage. Contrat de mariage qui va se faire devant un notaire. Là également, il s'agit d'un acte authentique. Ça peut être par exemple un acte d'huissier de justice. L'huissier de justice est un officier de l'État. Ensuite, nous avons l'acte sous seing privé ou bien l'acte sous signature privée. C'est-à-dire ici, ce sont des actes qui sont établis et signés par les parties elles-mêmes. Par exemple, je vends ma voiture d'occasion à une personne. Donc ici, nous avons une manifestation de volonté. Dès lors, il s'agit d'un acte juridique. Un acte juridique, mais nous n'avons pas eu recours à un officier de l'État pour pouvoir établir et signer le contrat de vente de ce véhicule d'occasion. Donc ici, c'est un acte sous signature privée. Et ensuite, nous avons les actes électroniques. Les actes électroniques, c'est-à-dire par exemple un contrat de vente à distance où nous allons par exemple en cochant la case j'accepte les conditions générales de vente, etc. Ici, nous acceptons l'acte en question. Donc, on va s'interroger ici quel est l'acte qui est le plus parfait entre ces différents actes authentiques, sous signature privée et actes électroniques. Donc, comme je viens de dire, l'acte authentique a plus de force probante, est un mode de preuve parfait par rapport aux autres, c'est-à-dire à l'acte sous signature privée et à l'acte électronique. Donc, généralement, lorsqu'il s'agit d'un acte juridique, il faut, devant le juge, établir ou bien soumettre la preuve légale ou la preuve parfaite qui est l'écrit. Cependant, la loi a prévu des exceptions à ce principe. Le principe qui est de, dès lors qu'il s'agit d'un acte juridique, il faut donner la preuve par écrit. Cette preuve par écrit, c'est-à-dire, elle peut être soit un acte authentique, soit un acte sous signature privée ou bien un acte électronique. Cependant, la loi dispense des exceptions pour lesquelles on peut donner pour un acte juridique n'importe quelle autre preuve, autre que l'écrit. Ce sont les exceptions que je viens d'énumérer ici. La première, ce sont tous les actes juridiques dont le montant est inférieur à 1 500 €. Dans ce cas-là, nous ne sommes pas tenus d'établir un écrit. On peut prouver l'existence de cet acte juridique par tout moyen. Ensuite, tous les actes qui sont établis entre commerçants. Là aussi, le commerçant qui veut par exemple faire aboutir ses prétentions, il peut prouver l'existence de cet acte juridique par tout moyen. Et la troisième exception, c'est l'impossibilité matérielle ou morale d'apporter l'écrit. Par exemple, ici, si on veut aborder la première, l'impossibilité matérielle, par exemple, une personne qui avait l'écrit établi et rangé dans sa maison, et que suite, par exemple, à un incendie ou bien une inondation, la personne perd l'écrit. Donc ici, c'est une impossibilité matérielle de pouvoir fournir l'écrit qui a été détruit lors de l'événement, l'incendie ou bien l'inondation. L'impossibilité morale d'apporter la preuve, par exemple,
le cas où, par exemple, une personne qui va prêter de l'argent à quelqu'un de proche, ça peut être de la famille ou bien des amis, et qu'ici, nous n'avons pas, ou bien la personne n'a pas établi une reconnaissance de dette. Pourquoi? Parce qu'elle estime que dès lors que ça fait partie de la famille ou bien ça fait partie des amis, elle faisait confiance à cette personne-là et elle ne pouvait pas ou bien elle n'osait pas demander une reconnaissance de dette. Donc ici, la loi lui permet de démontrer l'existence de cet acte juridique à travers tous les moyens. Ça peut être par exemple un témoignage ou bien ça peut être également autre chose. Donc, la première des choses, les modes de preuve, nous avons premièrement les preuves parfaites. Ce qu'on vient de dire, ce sont des écrits par excellence. Les écrits qu'on vient d'énumérer et de classer par ordre de force probant. Les actes authentiques, les actes sous signature privée et les actes électroniques. Donc là, on a dit le principe, c'est que dès lors qu'on a un acte juridique, il faut donner ou bien soumettre au juge l'écrit. Cependant, nous venons d'énumérer les 3 cas des exceptions où la loi, elle permet à la partie de fournir d'autres types de preuves autres que la preuve par écrit. Ensuite, concernant les faits juridiques. Les faits juridiques, on a dit que ce sont tous les événements, ils peuvent être volontaires ou involontaires, mais qui peuvent produire des effets de droit. Ici, on va parler plutôt de preuves imparfaites. Preuves imparfaites dans le sens où elles ne vont pas lier le juge, mais ce dernier va apprécier la recevabilité de la preuve ou non. Donc généralement, les preuves imparfaites, nous avons comme exemple le témoignage ou bien la présomption. On va voir cette notion de présomption dans la 3e partie. Donc retenez, la preuve, elle peut, dans le cadre des faits juridiques, elle peut être établie par tous les moyens. On appelle ça la liberté de la preuve. Ça peut être par exemple le témoignage ou la présomption. Donc en tout état de cause, les modes de preuve, dans tous les cas, la preuve doit être loyale. C'est-à-dire, elle ne doit pas être tirée d'une manière illicite ou bien illégale. La 3e partie et la dernière de ce chapitre concernant la preuve, c'est qui doit prouver. C'est-à-dire, autrement dit, la charge de la preuve. À qui va incomber la charge de la preuve? Qui doit prouver en premier devant le juge? Est-ce le demandeur ou bien le défendeur? Donc ici, nous avons l'article 1353 du Code civil qui va nous énoncer le principe. Comme je l'ai toujours évoqué en droit, nous avons des principes et nous avons des exceptions à ce principe. Donc le principe, premièrement, c'est l'article 1353 du Code civil qui nous énonce ce principe-là. Qu'est-ce qu'il nous dit? Cet article, il nous dit « Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Et réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. » Si on veut regarder plus en détail cet article 1353 du Code civil, devant le juge, nous aurons 2 parties. Celle qui va intenter une action en justice, nous l'appelons le demandeur, ou bien la partie demanderesse. La 2e partie qui doit se défendre devant le juge, nous l'appelons le défendeur. Donc ici, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Qui va réclamer devant le juge? Eh bien, c'est le demandeur. Réciproquement, celui qui se prétend libéré, c'est-à-dire c'est le défendeur. Donc ici, on peut résumer le principe par dire que l'article 1353 du Code civil nous énonce que c'est le demandeur qui doit toujours prouver devant le juge. 2 parties, demandeur, défendeur devant le juge. Qui demande des choses ou bien des prétentions au juge, c'est le demandeur. Donc, dans ce cas-là, c'est à lui de prouver la véracité de ses propos. Cependant, ce principe-là n'est pas absolu, c'est-à-dire qu'il y a des exceptions à ce principe. Ces exceptions, on les appelle les présomptions légales. Ces présomptions légales, ce sont des exceptions à ce principe qui vont décharger le demandeur d'apporter la preuve. C'est-à-dire, dans ces cas de présomption, le demandeur n'est pas tenu d'apporter la preuve. Elle va renverser la charge de la preuve. Dans ces présomptions légales, nous avons des présomptions dites simples et des présomptions dites irréfragables. Dans les présomptions simples,
nous allons voir le mécanisme. On va prendre par exemple un exemple. On va dire la présomption de propriété. Si une personne détient un bien meuble, donc on considère ou bien on présume qu'elle n'a pas à prouver cette propriété. Mais le défendeur, c'est-à-dire celui qui prétend qu'il est le réel propriétaire du bien en question, peut prouver le contraire, notamment en apportant le titre de propriété du bien en question. Donc ici, cette présomption, elle est simple. Pourquoi? Parce que on ne demande pas au demandeur d'apporter la preuve. Mais le défendeur, il peut apporter la preuve contraire. La présomption irréfragable, ça fait partie toujours des présomptions légales, c'est-à-dire le demandeur est déchargé, est exonéré d'apporter la preuve, mais le défendeur ne peut pas apporter la preuve contraire. Par exemple, si on prend la présomption irréfragable, nul n'est censé ignorer la loi. Le demandeur n'a pas à apporter la preuve que le défendeur connaissait la loi, lorsque le défendeur l'a violée. Donc le défendeur ne pourra pas apporter la preuve contraire, c'est-à-dire prouver qu'il n'avait pas connaissance de la loi. Donc si on regarde plus en détail le mécanisme de la présomption, donc la présomption simple, nous avons toujours les deux parties, le demandeur et le défendeur. Dans les cas de présomption simple, le demandeur n'a pas à apporter la preuve. En revanche, le défendeur peut apporter la preuve contraire. On va prendre un deuxième exemple, par exemple un couple marié. La femme est enceinte. Donc ici, on va présumer que le bébé est du père, c'est-à-dire du mari de la femme. Ici, par exemple, le père ne veut pas reconnaître l'enfant. Le demandeur devant le juge, ce sera la mère, qui va demander au juge à ce que le père reconnaisse l'enfant, le mari reconnaisse l'enfant. Donc ici, ça fait partie des présomptions. Pourquoi? Parce que dès lors qu'on a un couple qui est marié, s'il y a naissance d'un enfant, on présume que c'est l'enfant du mari. Donc ici, le demandeur, ce serait la maman. Et le défendeur, ce serait le papa. Ou bien on va dire, le demandeur, ce serait la femme, l'épouse, et le défendeur, ce serait l'époux. Donc, que va demander l'épouse? Elle va demander à ce que le mari ou bien l'époux reconnaisse l'enfant. Ici, on a dit, il s'agit d'une présomption simple. Donc, l'épouse n'a pas à apporter la preuve. Elle va dire, nous sommes mariés, il y a naissance d'un enfant, c'est l'enfant du mari. Par ailleurs, le mari, qui lui estime que ce n'est pas le sien, peut apporter la preuve contraire. Il va dire, non, 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 j'ai effectué un test ADN et l'enfant n'est pas le mien. Alors, qu'en est-il de la présomption irréfragable? Nous avons toujours les deux parties, le demandeur et le défendeur. Ça fait partie des présomptions légales, donc le demandeur n'a pas à apporter la preuve. Sauf que ici, le défendeur ne peut pas apporter la preuve contraire, comme on a dit le cas, ou bien l'exemple par excellence de la présomption irréfragable, nul n'est censé ignorer la loi. Je vais, par exemple, je roule à grande vitesse, je ne respecte pas la réglementation de code de la route, en cas de contrôle et de sanction par les forces de l'ordre, je ne peux pas dire je ne savais pas qu'il fallait réduire la vitesse ou bien je ne savais pas qu'il faut respecter une limitation de vitesse. Donc ici, moi je ne peux pas me défendre parce que dès lors qu'on a cette présomption irréfragable, nul n'est censé ignorer la loi. Donc on va prendre quelques exemples ici pour mieux appréhender cette notion de présomption irréfragable ou présomption simple. Si on prend par exemple l'article 2274 du Code civil qui nous dit « La bonne foi est toujours présumée et c'est à celui qui la lègue la mauvaise foi de l'approuver. » Donc même si vous ne comprenez pas le sens de l'article, mais on va dire « La bonne foi est toujours présumée ». Donc ici, il s'agit d'une présomption. Ici, on s'interroge, est-ce qu'il s'agit d'une présomption simple, c'est-à-dire que le défendeur peut apporter la preuve contraire, ou bien une présomption irréfragable, c'est-à-dire que le défendeur ne peut pas apporter la preuve contraire. La bonne foi est toujours présumée.
On décharge le demandeur d'apporter la preuve. Et c'est à celui qui la lègue la mauvaise foi de la prouver. Donc ici, on permet au défendeur d'apporter la preuve contraire. Dès lors, il s'agit bien d'une présomption simple. Le deuxième qu'on a pris également en exemple, nul n'est censé ignorer la loi. Ici, le défendeur ne peut pas se défendre et dire « Ah non, moi je ne savais pas qu'il existait telle réglementation ou bien telle limitation ». Donc ici, il s'agit d'une présomption irréfragable. Troisième cas, l'employeur est responsable pour les conséquences civiles des actes dommageables commis par ses salariés sur les lieux et pendant le travail. Ici, est-ce qu'il s'agit d'une présomption simple ou une présomption irréfragable? Autrement dit, est-ce que l'employeur peut dire « Non, je ne savais pas que je suis responsable des conséquences civiles des actes dommageables qui sont commis par mes salariés sur les lieux et pendant les horaires de travail ». Donc ici, il ne peut pas dire ses propos. Il ne peut pas dire « Non, je ne savais pas que je suis responsable ». Donc dès lors, il s'agit d'une présomption irréfragable. Nous avons le dernier exemple, l'article 312 du Code civil. L'enfant conçu ou né pendant le mariage a pour père le mari. C'est ce qu'on a pris comme exemple. Donc ici, le demandeur est forcément la mère et le défendeur, c'est le mari. Sauf qu'on a dit que la mère, dès lors que c'est la partie demanderesse ou bien c'est le demandeur devant le juge, et dès lors qu'il s'agit d'une présomption, elle est déchargée, elle est exonérée d'apporter la preuve. Sauf que le mari ici peut apporter la preuve contraire, comme quoi l'enfant ne lui appartient pas et qu'il a été conçu en dehors du mariage. Donc ici, il s'agit bien d'une présomption simple. Donc voilà. Si on veut reprendre grosso modo ce qu'on vient de dire sur ce chapitre de la preuve, on a dit que la preuve elle est très très importante au cours d'un litige devant un juge. Les parties doivent apporter les preuves en matière civile. En matière pénale, le juge va chercher les différentes preuves. On a distingué la procédure accusatoire de la procédure inquisitoire. On a dit que la recevabilité des différentes preuves par le juge dépend de la force probante de ces différentes preuves. On a distingué les actes juridiques des faits juridiques. Nous avons dit que pour les actes juridiques, il nous faut obligatoirement l'écrit. L'écrit qui constitue une preuve parfaite devant le juge. Nous avons distingué à travers ces écrits les actes authentiques, les actes sous signature privée et les actes électroniques. Donc, on a dit le principe que pour tous les actes juridiques, il faut apporter la preuve par écrit. Cependant, la loi a prévu 3 exceptions que nous avons énumérées. Pour les faits juridiques, on a ce qu'on appelle les preuves imparfaites. C'est-à-dire, quand on a un fait juridique qui soit volontaire ou involontaire, on peut prouver par tout moyen. On a appelé ça la liberté de la preuve. Ça peut être par exemple un témoignage ou bien une présomption. Et dans les deux cas, que ce soit les preuves parfaites et les preuves imparfaites, il faut que la preuve soit loyale. On a dit qui doit prouver devant le juge. L'article 1353 du Code civil nous dit que c'est le demandeur qui doit prouver. Sauf que dans les cas des exceptions qu'on vient d'énumérer, c'est-à-dire les présomptions légales, nous avons dit que ces présomptions, elles vont décharger ou bien exonérer le demandeur d'apporter la preuve. Les présomptions simples, elles permettent au défendeur d'apporter la preuve contraire, alors que les présomptions irréfragables ne permettent pas au défendeur d'apporter la preuve contraire. Je vous remercie pour votre attention.